Bonjour, bonsoir plutôt à cette heure-ci, bonsoir à tous. Je remplace Guillaume Casbarian qui n'était pas disponible. Mes chers collègues, donc je vous informe que la Commission des affaires économiques devrait examiner le mercredi 1er février prochain la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le coût de la vie dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que la proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ces deux textes étant inscrits par le groupe socialiste et apparentés à l'ordre du jour des séances qui lui sont réservées le jeudi 8 février, je vous propose la nomination de M. Johnny Ajar comme rapporteur de la proposition de résolution et de M. Arthur Delaporte, ici présent, comme rapporteur de la proposition de loi. Et je dois vous demander si vous en êtes d'accord. Il n'y a pas d'objection. Merci beaucoup à tout le monde. Bienvenue à M. Ajar et M. Delaporte. Donc, mes chers collègues, nous examinons ce soir, on va pouvoir donc passer à ce qui nous occupe, nous examinons ce soir le projet de loi adopté par le Sénat portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, autrement dit un DADU, à ne pas confondre avec le DAU des Alpes. Cet instrument législatif utilisé assez régulièrement pour adapter le droit national aux mesures figurant dans les règlements européens et transposer les directives européennes. Sous la précédente législature, nous avions déjà eu à examiner ce type de texte avec la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Le présent projet de loi a été renvoyé au fond à la Commission des affaires sociales. Compte tenu de la variété des sujets abordés, cette commission a décidé, en l'application de l'article 87, alinéa 2 du règlement, de solliciter l'avis de 4 autres commissions, pas moins, finances, loi, développement durable et commission des affaires économiques. En ce qui nous concerne, nous bénéficions ainsi d'une délégation au fond sur les articles 30 et 31 constituant le titre 4 du projet de loi. Ces deux dispositions vont désormais nous être présentées par Stéphane Travert à ma droite, notre rapporteur. Il nous appartiendra ensuite d'examiner 5 amendements. Je passe donc la parole à M. Stéphane Travert. À vous, monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, bonsoir. Nous étudions donc les articles 30 et 31 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, qui nous ont été délégués au fond par la Commission des affaires sociales. Bien que techniques, les DADU, couramment appelés ainsi, n'en sont pas moins des textes importants et qui méritent toute notre attention. Ils sont essentiels aujourd'hui pour assurer la conformité de notre droit au droit européen. Les articles 30 et 31 portent sur des questions agricoles qui concernent bien naturellement notre commission. L'article 30 apporte des clarifications juridiques en lien avec les nouvelles dispositions prévues dans le PSN, le plan stratégique national de la PAC, politique agricole commune. 2 modifications principales sont prévues. Je m'attarderai un peu plus longuement sur la première mesure, la seconde étant essentiellement technique. Il s'agit simplement de préciser en droit le pouvoir réglementaire de FranceAgriMer. La première, donc, clarifie le rôle des régions en tant qu'autorité de gestion des aides à l'installation. Pour comprendre cette disposition, il faut faire un léger retour en arrière et rappeler que depuis le cadre financier pluriannuel 2014-2020, la réglementation européenne a évolué pour permettre aux États membres de déléguer la gestion des fonds européens aux régions. La loi MATTAM a acté cette évolution pour le FEADER et dans les faits, cette régionalisation est restée en partie inachevée avec un enchevêtrement de compétences entre l'État et les collectivités et des transferts de moyens jugés souvent insuffisants. Concernant plus spécifiquement les aides à l'installation directement concernées par l'article 30 du projet de loi, le Code rural prévoit une mise en œuvre conjointe par le préfet de région et le conseil régional. Avec la nouvelle programmation de la PAC qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2023, la répartition des compétences a été clarifiée. La France a fait le choix de poursuivre la logique de décentralisation et de confier aux régions la charge entière de la gestion des aides non surfaciques. Ce choix est le fruit de discussions ouvertes dès 2018 par votre serviteur entre l'État et l'association Régions de France pour définir les nouvelles modalités de gestion de FEADER. Une ordonnance prise sur le fondement de la précédente loi DADU a modifié la loi MATTAM afin de prévoir cette nouvelle clé de répartition dans notre droit. La loi de finances pour l'année 2023
a également permis les transferts financiers et de personnel afférents. Les régions vont recevoir le transfert des emplois budgétaires nécessaires à l'instruction des dossiers et les crédits d'intervention afférents aux mesures transférées pour un montant fixé à 100 millions d'euros. C'est dans ce cadre que les régions auront désormais, dès lors qu'elles en feront la demande, la pleine et entière responsabilité de gestion des aides à l'installation dans les limites posées par le PSN et par les décrets prévoyant les règles d'éligibilité ainsi que les dépenses éligibles. À l'exception de Mayotte et Saint-Martin, l'ensemble des régions et collectivités concernées ont demandé l'exercice de la compétence d'autorité de gestion régionale. Cette décentralisation des aides à l'installation doit permettre d'accroître le renouvellement des générations en agriculture en offrant à chaque collectivité locale la possibilité de construire des dispositifs d'aide au démarrage adaptés aux besoins locaux. Pression foncière, spécificités géographiques et filières particulières par exemple. En l'état actuel du droit, l'article L330-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui porte sur les politiques d'installation, présente une incohérence avec la loi MATTAM. L'article fait toujours mention de l'ancien cadre en vigueur, reposant sur la gestion conjointe du préfet de région et du président du conseil régional, ou encore sur le président du conseil exécutif. Il est donc nécessaire d'assurer la pleine cohérence du droit en modifiant cet article. C'est précisément la modification prévue à l'article 30. Un mot sur les modifications faites au Sénat à l'article 30. Outre des mesures de coordination qui sont les bienvenues, les sénateurs ont adopté 2 modifications importantes. La première visant à instaurer un bilan annuel des régions relatif à leur action en tant qu'autorité de gestion des aides à l'installation. Je pense que cette mesure est tout à fait pertinente et je salue cet apport du Sénat. La responsabilisation des régions sur ces questions doit s'accompagner d'un suivi national pour garantir à la fois la lisibilité mais aussi l'équité des aides qui seront octroyées. La seconde visant à durcir les conditions de formation minimale pour prétendre aux aides à l'installation. Je ne suis pas tout à fait favorable à ce recul par rapport aux avancées sur ce sujet dans notre PSN. Ce dernier prévoit que les bénéficiaires de la DJA doivent présenter au moment de l'installation un niveau de diplôme et ou d'expérience professionnelle. Ce niveau est défini régionalement dans la limite de ceux prévus dans la définition du jeune agriculteur. Il est également possible aux bénéficiaires d'acquérir progressivement ce niveau au cours de son installation si l'autorité de gestion régionale déploie cette possibilité. Cette vision des choses et cet équilibre qui ont fait l'objet de nombreux échanges et concertations dans le cadre de l'élaboration du PSN me paraît être la bonne. L'installation de jeunes agriculteurs est absolument essentielle aujourd'hui dans un contexte où 43% des agriculteurs auront atteint l'âge de la retraite en 2030. Notre commission se saisira largement d'ailleurs de cette problématique essentielle dans le cadre du projet de loi d'orientation à venir. La modification souhaitée par le Sénat est susceptible de freiner les conditions d'accès à la DJA, alors que le renouvellement des générations est une des priorités de nos politiques agricoles. Je présenterai tout à l'heure un amendement visant à supprimer cette modification faite au Sénat. Concernant l'article 31, il ratifie 8 ordonnances qui modifient principalement le Code rural et de la pêche maritime, mais également, dans une moindre mesure, le Code général des impôts et finalement, par coordination, le Code de la consommation, le Code de l'environnement et le Code de la santé publique. Ces ordonnances prises entre 2015 et 2021 adaptent pour leur majorité des règlements européens d'application directe. Le projet de rapport qui vous a été adressé présente les principales mesures de cette ordonnance et je veux vous les citer rapidement. La première ordonnance, en date du 4 juin 2015, modifie conformément au droit européen le livre 2 du Code rural et de la pêche maritime, en particulier de ses dispositions relatives au contrôle en matière de santé animale ou végétale. Les 4 ordonnances suivantes ont été prises le 7 octobre 2015. La première transpose une directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le Code rural de la pêche maritime. La deuxième met en conformité les règles relatives aux signes d'identification et de qualité, notamment en introduisant la mention facultative « produits de montagne ». La troisième est relative aux produits de la vigne. Cette dernière a modifié le Code rural ainsi que le Code général des impôts afin d'adapter les régimes d'autorisation, de conditions de circulation, d'imposition fiscale et de contrôle en lien avec les produits de la vigne au regard du droit de l'Union européenne. La quatrième met enfin en conformité le Code rural avec le règlement numéro 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
3 autres ordonnances sont ratifiées par l'article 31. L'ordonnance du 30 octobre 2019 qui a apporté plusieurs adaptations en lien avec le règlement 2016-2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et le règlement 2017-625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire. L'ordonnance du 21 avril 2021 relative à la production, à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage qui adapte notre droit au règlement européen de 2019 sur l'élevage des animaux. Enfin, est également ratifiée l'ordonnance du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles qui adapte notre droit au règlement européen sur la santé animale. Ces ratifications sont nécessaires pour la sécurité juridique de notre droit et de sa conformité au droit européen. Cette mesure et l'examen de ces articles sont des examens très techniques, mais sont véritablement très importants pour la continuité de notre droit et des sujets agricoles qui nous concernent. Et pour terminer, je voudrais remercier Mme Castello, qui est à mes côtés et qui a travaillé avec moi sur à la fois la rédaction du rapport et la proposition qui vous est faite ce soir. Et je veux remercier donc les services de l'Assemblée. Et je vous remercie de votre attention, mes chers collègues. Merci à vous, monsieur le rapporteur. Nous allons donc passer aux différents orateurs de groupe et nous allons commencer par le groupe Renaissance avec monsieur Éric Girardin. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit à chaque fois de 4 minutes par orateur, 3 minutes maximum pour que vous laissiez 1 minute pour répondre au rapporteur. Merci beaucoup. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, le 13 décembre dernier, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, ayant pour objet de transposer 6 directives et de mettre en œuvre 6 règlements que l'Union européenne a adoptés dans plusieurs domaines ces 3 dernières années. Ce texte intervient afin de mettre en conformité des dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne, des dispositions rendues nécessaires, soit dans le cadre de mise en demeure, soit à la suite de décisions contentieuse. Il présente de nombreuses avancées dans le domaine social, sur le plan sanitaire ou encore sur la question des transports. Au sein de notre commission, j'ai souhaité mettre en lumière les apports du texte en matière économique et financière. En effet, il contient des dispositions en faveur de la protection des consommateurs et des épargnants, notamment pour rendre effective la portabilité des produits pan-européens d'épargne retraite individuelle. Il précise également les règles applicables aux sociétés, en particulier celles en difficulté. Enfin, et c'est le sens de la saisie sur le fond de notre commission, j'ai souhaité, sur la base des éléments présentés par notre rapporteur, rappeler au nom du groupe Renaissance les avancées du texte en matière d'aide agricole. En effet, dans le contexte de la nouvelle programmation de la politique agricole commune entrée en vigueur le 1er janvier 2023, l'article 30 prévoit une modification du droit français afin que les textes concernant l'octroi des aides agricoles soient en accord avec la norme européenne. Le Fonds européen agricole pour le développement rural sont gérés par les régions qui ont le statut d'autorité de gestion, tandis que les fonds européens agricoles de garantie sont pilotés par le directeur de France Agrimaire qui dispose de la compétence réglementaire concernant les dépenses d'intervention de marché de la PAC. Il s'agit de 2 aides financières particulièrement importantes puisqu'elles financent les piliers 1 et 2 de la PAC et ont un rôle déterminant, notamment concernant les aides à l'installation. Je souhaite revenir sur l'article 30 du présent projet de loi qui prévoit une disposition transitoire concernant les aides à l'installation octroyées au titre de la programmation de la PAC. Celle-ci resterait régie par des dispositions en vigueur à la date de la publication du projet de loi. Cela permettra d'assurer la bonne mise en œuvre d'une réforme utile et importante aux enjeux relatifs à l'installation des jeunes agriculteurs. Par ailleurs, la responsabilisation des régions via le mécanisme introduit par l'amendement Duplomb au Sénat vient mettre en place un bilan annuel des régions consolidé par l'État sur la politique d'installation des jeunes agriculteurs. Comme l'a rappelé monsieur le rapporteur, l'intégration de ce bilan m'apparaît particulièrement pertinente. En effet, d'ici 2030, 43% des agriculteurs, vous l'avez dit, actuels auront atteint l'âge de départ à la retraite. C'est pourquoi le renouvellement des générations doit être pour nous un objectif majeur de la stratégie agricole française. Sur la base de ces constats, le groupe Renaissance soutiendra bien entendu ce texte ainsi que les amendements préconisés par monsieur le rapporteur Stéphane Travert. Je vous remercie. La parole est à monsieur Travert. Merci Madame la Présidente. Je remercie
notre collègue Éric Girardin. Effectivement, cet article 30 ramène à ce que les régions demandent depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire la gestion directe des aides à l'installation. Elles avaient obtenu, il y a de cela quelques années, la gestion des aides pour le deuxième pilier. Je trouve que cette étape de décentralisation vers les régions est une bonne mesure. Et lorsque nous avons auditionné l'Association des régions de France, nous avons bien évidemment posé la question du rapport qui serait fourni chaque année pour permettre de bien vérifier que la distribution de ces aides serait équitable sur l'ensemble du territoire, parce que je ne veux pas minimiser le fait que beaucoup d'acteurs du monde agricole pouvaient penser qu'en fonction des territoires, en fonction des régions et des couleurs politiques, parfois aussi des régions, ces aides pourraient être différenciées et qu'une sorte d'inéquité en fonction des territoires pourrait voir le jour. En tous les cas, les régions nous ont assuré de leur totale mobilisation sur ces sujets et de travailler sous l'attitude de Régions de France, de porter ce bilan annuel qui nous semble aujourd'hui important. Merci. Nous allons passer au deuxième orateur du groupe RN, Nicolas Maisonnet, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, la France a été pendant des siècles une puissance agricole remarquable. Élevage et culture ont façonné nos territoires et ont aidé notre pays à se développer tout en maintenant les conditions de notre souveraineté alimentaire. Notons aussi que contrairement à d'autres pays développés, la France a su garder une agriculture familiale, respectueuse d'un certain équilibre, mêlant productivité et respect de l'environnement. Comme vous le savez, ce modèle est pourtant en déclin depuis plusieurs décennies. La souffrance de nos agriculteurs est multifactorielle. Manque de considération, prix d'achat bien trop faible, concurrence déloyale de la part d'États étrangers, y compris de membres de l'Union européenne, ou encore augmentation du nombre de normes et de règles dans des proportions délirantes. La technocrate Union européenne, en cherchant à uniformiser les modèles agricoles, a mis en place de nombreuses mesures nocives pour l'agriculture française. Cette verticalité est insupportable. Les directives de Bruxelles compliquent chaque jour la situation de nos agriculteurs. Aujourd'hui, l'agriculture française poursuit son déclin. D'ici 2030, vous l'avez dit, près d'un agriculteur sur deux sera à la retraite. L'agrandissement des exploitations et le lancement de jeunes ne pourront pas compenser tous ces départs. Une situation aussi préoccupante exige de grands changements le plus vite possible. Malgré une situation toujours plus inquiétante, ce texte nous semble pourtant aller dans le bon sens. Les deux articles qui nous sont soumis pour avis comportent des points intéressants, notamment sur le développement du dispositif d'aide aux jeunes agriculteurs qui veulent se lancer, ainsi que sur la décentralisation de ce dernier. Aider les jeunes agriculteurs est essentiel. Ces derniers doivent faire l'objet de tout notre soutien. On peut toutefois s'interroger sur la façon dont on mesure l'efficacité et la pertinence de ces aides à l'installation. Et en ce qui concerne le soutien à la formation, s'il est nécessaire, bien sûr, de soutenir les jeunes qui s'engagent dans un parcours d'études poussé, de haut niveau, il nous apparaît indispensable de tenir compte aussi de tous ceux qui ne s'engageraient pas dans cette voie, mais qui ont aussi le souhait de devenir exploitants agricoles, et ils en sont tout aussi légitimes. Voilà les interrogations que peuvent soulever ces deux articles, mais globalement, nous sommes plutôt favorables à ces mesures, bien que l'urgence de la situation exige des mesures beaucoup plus fortes. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, moi j'entends bien évidemment la défiance, je dirais, habituelle de votre formation politique à la politique agricole commune et à l'Europe de manière générale. Mais je voudrais qu'on fasse ce constat ensemble que 9 milliards d'euros de retour sur le territoire grâce à la politique agricole commune, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Pour autant, et sur ce que vous avez dit sur le bon sens de la mesure de ces articles 30 et 31, font qu'aujourd'hui, moi, je suis également totalement favorable à ce qu'on aille plus loin dans la décentralisation et que l'on puisse confier effectivement aux régions plus de responsabilités dans la gestion de proximité des outils qui nous sont donnés aujourd'hui. L'article 30 et 31 confèrent, et l'article 30 en particulier, confère les aides à l'installation demain qui seront directement pilotées par les régions. Il faudra bien évidemment que l'État et les régions, dans un dialogue fécond et régulier, comme ils savent le faire, pouvoir bien mesurer, je dirais, l'efficacité des mesures qui seront portées.
Merci. Nous passons à Mathilde Igné du groupe LFI NUPES. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous examinons un projet de loi dont la forme démontre encore une fois l'absence de considération du gouvernement pour le débat parlementaire. De nombreux articles visent à légiférer par ordonnance pour transposer des directives européennes sans débat, alors qu'elles auront une influence très concrète sur la vie des Français. Sur les articles que nous devons examiner, il s'agit tout d'abord d'une mise en cohérence juridique relative à la PAC, notamment à la politique d'installation. Je veux profiter de cette occasion pour dire un mot sur cette dernière, qui n'est pas à la hauteur des enjeux pourtant majeurs pour l'avenir de nos paysans. À force de complications administratives, le parcours à l'installation est devenu un parcours du combattant. Et que dire de l'obligation de rendre la DJA si, en 5 ans, on n'atteint pas le SMIC, une disposition particulièrement injuste dans un contexte de marché fluctuant. Aussi, la limite d'âge de 40 ans pour la DJA ne prend pas en compte l'évolution de la société et du profil des néo-paysans. De plus, les projets agroécologiques ne sont pas assez valorisés alors que nous traversons une crise environnementale sans précédent. 2 paysans sur 3 ne sont pas remplacés et l'incitation ne suffira pas pour remédier à l'ensemble des difficultés qui freinent l'installation. Les politiques foncières et commerciales doivent également être revues si nous voulons vraiment voir augmenter le nombre de paysans. De plus, nous sommes sceptiques quant au transfert de pouvoir à France Agrimaire. Une politique d'installation qui n'est donc pas à la hauteur, décidée sans vote du Parlement dans le plan stratégique national. L'avenir de nos paysans et de notre souveraineté alimentaire en dépend. Le gouvernement ne peut donc pas décider seul de son contenu. Nous avons déposé un amendement en ce sens. Nous devrons aussi en reparler en profondeur à l'occasion de la loi d'orientation agricole. Sur l'article 31, il s'agit de ratifier des ordonnances qui, pour certaines, ont été prises il y a presque 8 ans. Un délai de ratification largement excessif qui montre encore le déni démocratique et le mépris de notre institution par le gouvernement. Des ordonnances pour certaines avec lesquelles nous sommes en opposition sur le fond. C'est le cas de l'ordonnance relative à la suppression des quotas laitiers que nous avons particulièrement combattue. Celle-ci a profondément dérégulé le marché laitier et précarisé les producteurs. Nous en profitons donc pour redire notre opposition à cette suppression et réaffirmer notre soutien à une meilleure régulation du marché. Globalement, nous nous opposons tant sur le fond que sur la forme et c'est pourquoi nous ne soutiendrons pas les articles qui nous sont proposés à adoption. Le Parlement n'est pas une machine à voter, mais un lieu où nous devrions pouvoir véritablement débattre des mesures qui impactent les Français. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Justement, nous sommes ici pour débattre, mais je trouve savoureux aussi d'accuser le gouvernement actuel d'avoir pris des ordonnances de 2015 dont il n'a pas la responsabilité. Mais comme vous, je trouve que 8 ans après, cela vient un peu tard. J'en conviens tout à fait. Mais le moment est venu de les ratifier et faisons-le grâce à ce projet de loi. Concernant, je partage avec vous cette question de limite d'âge. Aujourd'hui, la société fait que nous avons des reconversions professionnelles qui peuvent exister et des choix qui peuvent venir passer 40 ans pour se rediriger vers des professions agricoles et peut-être que cela vaudrait-il la peine d'être travaillé dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture sur laquelle nous allons travailler ensemble d'ici quelques semaines et quelques mois. Sur le reste, il n'y a pas de transfert à France Agrimaire, il y a juste une clarification juridique de la situation actuelle. Merci. Nous passons donc au groupe Les Républicains avec Julien Dive. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, merci pour votre présentation. S'agissant de l'article 30 qui clarifie le cadre juridique des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, le groupe Les Républicains se réjouit que la possibilité de régionalisation de ces aides qui s'adaptent au mieux du terrain soit réaffirmée. Nous saluons également le travail des sénateurs Les Républicains qui ont fait adopter une condition minimale de formation pour prétendre aux aides à l'installation, précisant qu'elle doit être préalable à l'installation pour garantir un bagage technique minimal et favoriser des installations durables. En effet, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation en matière d'installation des jeunes agriculteurs. Pour l'article 31, il prévoit la ratification de 8 ordonnances ayant pour objet principal l'adaptation technique du Code rural et de la pêche maritime à divers règlements européens. Les députés et les Républicains
déplore leur examen trop tardif et de ce fait leur caractère hétérogène qui nuit à la clarté et à la sincérité du débat parlementaire. Bien que la France soit à l'initiative de plusieurs des dispositions européennes justifiant les ordonnances et bénéficie d'ailleurs de plusieurs d'entre elles, indications géographiques ou encore encadrement plus strict de la production vitivinicole. Enfin, nous appelons une nouvelle fois le gouvernement à inscrire les projets de loi de ratification à l'ordre du jour dans des délais plus raisonnables pour la lisibilité des débats et par respect à l'égard des parlementaires. En effet, il est incroyable que l'examen de certaines dispositions intervienne autant à contretemps, le véritable débat ayant eu lieu au sein du Parlement européen il y a parfois plus de 10 ans. Des réserves sur la forme donc, mais c'est sur le fond que nous nous exprimons et nous voterons en faveur de ce texte. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Comme je liais à la collègue précédente, moi aussi je trouve que les délais parfois sont un peu longs pour examiner, parfois dans un cadre hors contexte, les ordonnances qui datent de plus de 8 ans. Pour autant, moi, à travers ces articles, ce dont je veux me réjouir, c'est que nous ayons pu avancer collectivement avec les régions pour leur confier une responsabilité qu'ils demandaient depuis longtemps. Et je suis sûr que ce travail de proximité, bien évidemment, permettra, je pense, d'atteindre l'objectif du renouvellement des générations et d'augmentation du nombre d'agriculteurs. Et c'est ce que nous souhaitons tous les uns et les autres. Pardon. Je passe la parole maintenant à Madame Anne-Laure Babot du MoDem. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, le présent projet de loi vise notamment à mettre en cohérence notre droit national avec la nouvelle programmation de la PAC pour la période 2023-2027. Cette PAC est sûrement la plus ambitieuse en matière de transition écologique. Elle permettra d'accompagner nos agriculteurs et nos territoires vers un modèle plus vertueux. Plus spécifiquement, l'attribution de la compétence de l'instruction et le paiement des mesures non surfaciques aux régions est une bonne chose, car elle permet une approche au plus près des territoires. Cependant, nous devrons rester vigilants à ce que ces mesures soient appliquées également entre les territoires, afin de ne pas créer de disparités. Je profite également de cette intervention pour interpeller l'attention de la Commission sur le sujet de l'agriculture biologique. Dans le courant de cette année 2023, nous aurons à traiter du projet de loi d'orientation et d'avenir, comme vous l'avez évoqué. Dans le cadre de ces travaux, la question de l'adaptation de notre agriculture aux enjeux climatiques sera fondamentale. Il nous reviendra de co-construire les dispositifs issus de la PLOA afin que ces derniers ne soient pas redondants avec ceux de la PAC et assurer une complémentarité entre la politique nationale et la politique européenne. Ainsi, nous devrons nous positionner notamment sur les objectifs que nous voulons atteindre en termes d'agriculture biologique, ce alors que le plan stratégique national adopté dans le cadre de la nouvelle PAC prévoit 18% de la surface agricole utile en agriculture biologique d'ici 2027. Cette ambition est loin de celle des différents plans éco-phyto qui, comme vous le savez, n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Sur les dispositions proposées par ce texte, le groupe démocrate votera évidemment en faveur de leur adoption. Je vous remercie. À vous, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. On sort un petit peu de l'examen des articles. Moi, je me souviens qu'en 2017, nous étions à peu près à 6,5% de SAU bio sur le territoire national. On avait fixé un objectif en 2017 à 15%. On en est loin. Aujourd'hui, on atteint à peine les 10% aujourd'hui en 2022. Je pense qu'il faut continuer le travail à la fois sur les conversions sur le bio, mais on sait bien aussi que le marché du bio aujourd'hui connaît un ralentissement aussi très très fort du fait d'un certain nombre de difficultés structurelles, mais aussi conjoncturelles. Mais c'est tout l'effet aussi du débat sur le PSN qui a eu lieu et des groupes de travail que le ministre de l'époque, Julien Denormandie, avait mis en place, faire en sorte que notre plan stratégique national soit vraiment en phase aussi avec les objectifs européens et que les deux puissent se rejoindre, bien évidemment. Nous passons donc au dernier orateur, monsieur Paul Molac pour l'IOT. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, cher Stéphane. Donc, nous avons ici, avec l'article 30, finalement la gestion des fonds européens agricoles de garantie qui vont être donnés aux régions. Donc nous, on milite pour ça depuis longtemps. La région Bretagne a demandé non seulement les aides non surfaciques, mais également les aides surfaciques pour avoir une gestion, vu
La différence, en fait, quand on regarde la France, en fait, on a des agricultures qui sont très, très différentes, avec des structures différentes et avec des productions très différentes. Et évidemment, on ne peut pas s'amuser comme ça à avoir les mêmes politiques d'un bout à l'autre de la France, tout simplement parce que ça ne correspond pas au terrain. Et les politiques d'installation sont... Alors là, c'est une problématique globale. Mais c'est vrai que dans les régions d'élevage, par exemple, les installations sont encore plus difficiles. Alors, on a à peu près 500 installations en Bretagne, on voudrait passer à 1000, et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc, on le fait avec la profession, on le fait avec les acteurs, de façon à avoir quelque chose qui est assez, disons, le plus consensuel possible. Et je remarque que la plupart de ceux qui s'installent, 5 ans après, sont toujours installés. Donc, le système fonctionne quand même pas si mal que ça. Sur la question du bio, il serait bon de réactiver quelque chose que nous avons voté, qui est le 20% dans la restauration collective de bio et le 50%. Parce que s'il y a des acteurs qui jouent le jeu, il y en a qui ne jouent pas le jeu. Et ça, je pense que c'est important parce que ça nous permettrait de pouvoir conforter nos filières bio. Je pense aujourd'hui à la filière porc qui a vraiment de grandes difficultés. Donc, malgré les réserves du Sénat, on voit bien que le Sénat a un peu peur que ça parte un peu dans tous les sens. Bon, moi, à partir du moment où c'est vu en région, avec la profession, avec les gens qui sont directement sur le terrain, moi, je pense que ça ne posera pas de problème. Mais bon, ce qu'a proposé le Sénat, on ne s'y opposera pas, évidemment. Et puis, sur les ordonnances, bon, vous en avez parlé, effectivement, c'est un peu, quelquefois, opaque et un peu long. Bon, c'est ainsi. Je préférais que ça fonctionne autrement, moi aussi. Voilà, je vous remercie. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Oui, je partage, bien évidemment... ce qui vient d'être dit. Moi, je suis très heureux d'entendre qu'il faut marteler dans la restauration collective que la règle des 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de produits bio, est la règle, et qu'il faut pouvoir à la fois dans la restauration collective publique et aussi privée faire les efforts nécessaires pour qu'on parvienne à atteindre tous les objectifs qui viennent servir aussi nos filières agricoles locales. Beaucoup de nos collectivités, les intercommunalités notamment, s'y emploient. Je vois le nombre de projets alimentaires territoriaux qui sont mis en place sur les territoires et qui participent à la mise en œuvre du 50% et 20% bio. Et donc, je pense qu'il faut continuer à l'encourager. Peut-être faudra-t-il apporter des spécifications complémentaires dans le projet de loi d'avenir. Et puis, il faudra aussi donner du sens aussi à la manière dont nous devons concevoir une politique alimentaire nouvelle. Celle qui avait été mise en place 2018-2022 touche à sa fin, et je pense que nous allons rentrer dans une nouvelle génération de réflexion sur la politique alimentaire des 10 ans à venir, et là où nous souhaitons l'emmener, à la fois pour satisfaire la compétitivité de nos exploitations et satisfaire aussi la santé de celles et ceux qui tout simplement se fournissent chez nos agriculteurs. Bien, nous avons deux personnes qui veulent poser des questions. Est-ce que d'autres souhaitent intervenir et poser des questions ? Faites-vous connaître, et je passe la parole à Monsieur Dino Cinieri des Républicains. Pour 1 minute, Monsieur Dino Cinieri. Oui, je ferai très court. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, simplement, ce projet de loi vise à transposer en droit français 6 directives et à mettre en œuvre 6 règlements adoptés par l'Union européenne qui portent sur l'économie, la santé, le travail, les transports et enfin l'agriculture. Notre commission ne se prononcera que sur les articles 30 et 31. Voilà. Mais ça, c'était pour voir si vous suiviez. Merci. L'article 30 permet notamment d'adapter notre droit à l'entrée en vigueur de la nouvelle PAC afin de confier aux régions la question des aides FEDER pour l'installation des jeunes agriculteurs. C'est une mesure importante, notamment dans mon département de la Loire, où les jeunes ont particulièrement besoin d'être accompagnés. Les régions, à l'instar d'Auvergne-Rhône-Alpes, sous l'impulsion de son président, sont mobilisées pour faciliter l'installation des jeunes agriculteurs dans nos territoires ont tant besoin. L'article 31 ratifie 8 ordonnances relevant du ministère de l'Agriculture, publiées depuis 2015, notamment cette relative au signe d'identification de l'origine et de la qualité, qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai été rapporteur il y a quelques années d'une mission d'information de notre commission sur cette question importante pour les consommateurs et les producteurs. Madame la Présidente, je vous remercie parce que c'est mon premier mandat.
Veuillez m'en excuser. D'accord. Je vous excuse, vous êtes toutes excusées avec cette façon de me le dire. Donc je passe la parole à monsieur le rapporteur tout de suite. Je vais prendre la deuxième question, pardon, monsieur Jean-Pierre Vigier des Républicains. Voilà, vous m'avez troublé, monsieur Cinieri. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Je me réjouis de la régionalisation de la dotation jeunes agriculteurs, la fameuse DJA, qui ouvre davantage, à mon avis, de flexibilité et d'adaptabilité. En effet, les régions sont mieux placées pour connaître les spécificités de leur territoire et en définir les priorités. Mais cette mesure, et vous le savez, vous l'avez dit, n'épuise pas la problématique de renouvellement des générations. En effet, 43% des exploitations en activité auront atteint l'âge de la retraite en 2030. Une réforme de la DGA ne suffira donc pas à assurer la défense de notre agriculture et bien évidemment de notre souveraineté alimentaire. Par ailleurs, la modulation territoriale peut faire craindre une diminution des aides à l'installation de certaines catégories d'agriculteurs. Aussi, peut-on s'assurer que le bilan annuel de mise en œuvre prévu à l'article 30 permette de corriger les éventuelles disparités de traitement entre régions? Je vous remercie. Monsieur Paul Molac de Lyotte, pour 1 minute. Est-ce qu'on a une idée du calendrier de transfert ou du... Alors, du coup, c'était la question en moins de 10 secondes, c'est parfait. Eh bien, monsieur le rapporteur. Le transfert est fait depuis le 1er janvier 2023, puisque la PAC, la nouvelle PAC et le plan stratégique national s'appliquent depuis le 1er janvier 2023. Pour répondre à Jean-Pierre Vigier, moi je partage avec lui la nécessité d'une grande concertation entre l'État et les régions pour faire un bilan annuel, effectivement, et c'est dans la loi aujourd'hui, pour demander un bilan annuel pour vérifier si à la fois les aides qui ont été distribuées par les régions permettent d'atteindre les objectifs concernant l'installation et l'augmentation du nombre d'installations d'une part, et d'autre part de bien vérifier que sur l'ensemble du territoire, on a une forme d'équité ou d'équilibre ou de cohérence territoriale partout sur le territoire national, de manière à ce que, bien évidemment, nous n'ayons pas des régions à plusieurs vitesses. C'était la crainte d'un certain nombre d'acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir que des régions pourraient faire un effort particulier sur l'installation alors que d'autres auraient d'autres priorités. Mais ce sont les priorités du PSN, du plan stratégique national, qui sont importantes ici. Et sur ce que disait Dino Cinieri, je pense que c'est quelque chose qui rejoint l'ensemble des formations politiques qui siègent dans cette assemblée. Mais la question de l'étiquetage, la question des origines est un combat commun et très partagé sur l'ensemble des bancs ici. Je m'en souviens notamment lorsque nous avons travaillé sur Egalim et bien auparavant d'ailleurs sur d'autres sujets que vous aviez pu porter dans les responsabilités qui étaient les vôtres. Merci. Bien, nous allons donc passer à l'article 30 et à l'examen des amendements. Pardon, Julien Dive. Oui, merci Madame la Présidente. C'était juste pour vous demander si vous comptiez faire une suspension de séance pour le vote en séance. Ah, pardon, si, c'est juste pas. Anticipation. Ça peut être rapide. Voilà, donc ça va être rapide en fait. Si vous le voulez bien. Donc le premier amendement, l'amendement 3, qui est présenté par Monsieur Travers, qui est un amendement rédactionnel. Oui, rédactionnel. Ok, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. L'amendement 4, également présenté par Monsieur Travers. Oui, alors là, c'est un amendement qui a pour objet de supprimer l'exigence de justification de la détention d'une capacité professionnelle préalablement à l'octroi des aides à l'installation. Alors, c'est quelque chose qui avait été renforcé par le Sénat dans la première lecture. Nous, on estime que si on veut attirer des nouvelles générations à l'installation, il faut un peu desserrer l'étau dans lequel on les avait mis avec ce dispositif et permettre d'avoir, je dirais, la capacité d'avoir les diplômes nécessaires et le niveau de compétences requis de manière progressive jusqu'à la fin de la durée de la période d'installation, ce qui peut ouvrir aussi des perspectives à d'autres jeunes agriculteurs. Ok, donc je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre?
Il est donc adopté. L'amendement 2 rédactionnel, de clarification rédactionnelle par M. Travers. Oui, rédactionnel. Bon, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. L'amendement 5, également proposé par M. Travers, de clarification rédactionnelle. Un rédactionnel également. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 1, défendu par Mme Trouvé. Monsieur le rapporteur, voilà, il s'agit d'abord de la politique agricole commune, que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur, évidemment. Et s'il y a une politique européenne dont nous aimerions discuter la transposition en droit français, c'est bien la politique agricole commune. La dernière réforme de la PAC prévoit la construction d'un plan stratégique national et qui est aussi une nouvelle étape, a priori en tout cas, de renationalisation de la PAC, mais qui offre davantage encore de marge de manœuvre aux États membres et donc à la France. Et évidemment, ce document a un caractère majeur quant à la mise en œuvre de la PAC dans chaque pays. Ça en détermine les priorités, les modalités d'application. Et je rappelle que rien que pour la France, c'est à peu près 10 milliards d'euros que représente la politique agricole commune par an. Évidemment, c'est aussi une possibilité. Enfin, la PAC oriente de manière extrêmement importante les évolutions du monde agricole, puisque si on prend le résultat net agricole français, c'est 2/3 de ce résultat qui est composé d'aides publiques de la PAC. Donc, voilà, 30 000 euros à peu près par bénéficiaire de la PAC. Et à aucun moment, le Parlement, notre Assemblée nationale, n'est impliqué dans son élaboration, contrairement, par exemple, à l'Allemagne. Alors, on dit que la PAC devrait se préoccuper davantage des réalités nationales et locales, et pourtant, le Parlement n'en est pas saisi, alors que pour construire le PSN, eh bien, les ministères, les régions, les organisations professionnelles et même les Français ont été impliqués, et tant mieux. Mais évidemment, il serait logique que le Parlement, l'Assemblée nationale, soit pleinement impliqué dans son élaboration, parce que ça a des implications sur l'alimentation, sur les territoires, etc. Donc pour toutes ces raisons, nous pensons que le contenu de la PAC devrait être discuté et de son application devrait être discuté, approuvé par la représentation nationale. Et donc nous proposons de voter cet amendement pour inscrire ce principe dans le Code rural et de la pêche maritime. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vais vous demander votre avis, monsieur le rapporteur. Oui, j'émets un avis défavorable pour autant. Moi, je ne suis pas loin de penser, comme vous, que le sujet de la PAC pourrait mériter un grand débat parlementaire pour définir un certain nombre d'orientations. Je pense que dès qu'on a la capacité et la possibilité de débattre sereinement, je pense que c'est toujours un progrès et un plus pour parvenir à trouver des solutions communes. Mais pour autant, je crois que là aussi, lorsque le PSN a été travaillé, le ministère de l'Agriculture ne l'a pas fait seul. Il a mis en place des groupes de travail auxquels participaient un certain nombre de parlementaires, et nous sommes un certain nombre autour, ici dans cette salle, à avoir participé aussi à ces groupes de travail. Donc les parlementaires sont effectivement en prise aussi sur ces sujets-là. Le travail de concertation a été mené, et même c'est une consultation citoyenne qui avait été menée, qui s'appelait Impactons, et les ONG, les associations, enfin l'ensemble des acteurs du monde agricole participaient à ce débat du PSN. Et cette phase de consultation, elle a débouché sous l'égide de Julienne Normandie, lors d'un conseil supérieur de l'orientation, à une évaluation qui a été soumise à l'autorité environnementale, conformément aux dispositions prises dans le Code de l'environnement. Et donc, on ne va pas revenir aujourd'hui sur ce qui s'est passé sur la PAC 2023-2027, mais pour autant, c'est une réflexion qui peut être menée. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement 1 de Madame Trouvé, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté. Je vais mettre aux voix l'article, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'article est donc adopté. Je mets aux voix l'article 31, qui n'a aucun amendement déposé, qui est pour l'article 31, qui est contre, qui s'abstient. L'article 31 est adopté. Alors, j'ai juste une annonce à vous faire, parce que la prochaine réunion, mercredi 18 janvier,
2023, avec à 9h30 l'examen du rapport d'application de la loi numéro 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, sur le rapport de Sandra Marceau et Florence Goulet. Merci à tous.